Juste avant d'aborder notre 5e session, nous souhaitions saluer la présence parmi nous du secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences d'Outre-mer, Pierre Génie. Je vais vous demander de l'applaudir. C'est un de nos partenaires. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors cette 5e session est dédiée à la souveraineté alimentaire, cette souveraineté alimentaire, pour les Outre-mer. C'est une session qui est ouverte aux questions, donc vous aurez le loisir de les poser soit en scannant le QR code que vous voyez directement sur cet écran, soit pour celles et ceux qui nous font le plaisir de nous suivre en streaming, de rentrer sur le site menti.com et avec le code 83 41 39 00, vous pourrez poser toutes vos questions. Alors, dans les Outre-mer, comme ailleurs, se pose la question de la souveraineté dans un contexte de crises multiples. On parle de crise énergétique, technologique et alimentaire. Alors sur ce dernier point, comment est-ce qu'on fait pour améliorer la situation dans des territoires dans lesquels certaines cultures occupent une large partie de l'espace cultivable? Et dans quelle mesure l'aquaculture ainsi que la lutte contre la pêche illégale peuvent-elles constituer une réponse adéquate? Pour en parler, par le truchement de la visioconférence, merci de réserver un bon accueil à Jacques Marzin, qui est chercheur au CIRAD et co-auteur de l'étude Autosuffisance alimentaire, une transition vers de nouveaux modèles agricoles en Outre-mer d'ici 2030. Vous nous voyez, vous êtes bien avec nous? Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue. Et vous allez tout de suite échanger avec Béatrice Parino, qui est rédactrice en chef adjointe au Point. On vous applaudit tous les deux. Bonjour, merci donc d'être présent virtuellement, mais tout de même, pour démarrer peut-être cette session, avant de rentrer dans les détails, est-ce que vous pourriez nous faire une petite photo finalement de ce qu'on produit aujourd'hui dans les Outre-mer, en distinguant peut-être la production agricole et la production industrielle? Sur la production industrielle, je suis désolé, je serais capable de vous répondre, parce que je n'ai pas travaillé du tout dessus. Sur la production agricole, on produit par nature des produits qui sont plutôt tropicaux, et puis dans des proportions qui permettent selon les produits d'avoir des taux d'autosuffisance alimentaire qui sont de l'ordre de 90% pour les œufs, mais qui peuvent être beaucoup plus bas pour d'autres produits, notamment pour des agrumes. Et vous le dites, en fait, ça ne répond pas forcément aux besoins, mais quelles seraient les conditions pour augmenter cette production? Est-ce qu'il y a suffisamment de place? Est-ce que ça serait rentable, finalement, d'aller chercher les 100%? Écoutez, je pense que notre étude montre que pour améliorer les performances en termes d'autosuffisance alimentaire, parce qu'y parvenir complètement est impossible, mais pour améliorer les performances, il faut jouer sur de nombreux leviers qui sont ceux de la préservation du foncier par rapport à l'urbanisation, par exemple, qui sont ceux de la transition écologique parce que il y a à prendre en compte les niveaux de contamination existants et la nécessité d'offrir une alimentation saine. Il y a des leviers autour de la transformation agroalimentaire qui, pour l'instant, à part à La Réunion, sont relativement peu développés et qui ont des marges de progrès importantes. Il faut évidemment toucher aux outils de politique publique, que ce soit les soutiens directs, la commande publique, ou des politiques environnementales qui permettent de préserver les ressources en eau, en sol ou la biodiversité. Et enfin, il faut travailler autour de la coordination de politiques publiques, notamment autour de la santé, car dans un des résultats de l'étude, en s'appuyant sur un excellent travail qui a été fait par une expertise collective de l'IRD, on voit que les liens alimentation-santé dans les DOM sont critiques et qu'il y a donc des évolutions sur à la fois la qualité de l'alimentation et la propreté, entre guillemets, des productions qui sont nécessaires. Alors, je vous ai bien écouté, la liste finalement des contraintes et des leviers, alors selon le point de vue qu'on adopte, me semble très longue. Est-ce que vous voyez quand même des projets déjà amorcés qui iraient dans ce sens-là, de plus d'autonomie, de souveraineté alimentaire? Oui, je crois qu'il y a une préoccupation
général qui est à la fois d'ordre politique, culturel et économique, hein, et donc on peut donner des exemples nombreux. La période Covid a attiré dans l'agriculture des jeunes non issus du monde agricole et qui ont développé des circuits courts et donc contribuent très clairement à cette autosuffisance alimentaire. Si on regarde des expériences qui sont plutôt de l'ordre de la puissance publique, on peut citer les différents projets alimentaires de territoire qui se font à des échelles communales ou d'ensemble de territoires. Et donc, dans ces dynamiques-là, il y a une vraie articulation entre les questions de production, transformation et d'alimentation, et notamment une dimension de politique préventive sur l'alimentation et sur les effets sur la santé, quoi. Donc il y a énormément d'initiatives. On peut penser aussi à la labellisation de produits de niche qui permettent de dégager des excédents économiques intéressants pour ces territoires. Voilà, non, il y a Vous plein. pensez à quel produit, par exemple? Pardon? Vous parlez de produits de niche qui permettent de dégager des excédents. Vous avez un exemple à donner? Bah, écoutez, les produits de niche, ça peut être de la vanille, qu'on retrouve aussi bien à La Réunion qu'à la Martinique. Ça peut être des produits, les produits longtemps de La Réunion, hein, ces produits qui ont été un petit peu oubliés par nos modes de consommation urbanisants, mais qui trouvent un attrait à la fois pour des questions de santé et leur qualité organoleptique, et à la fois parce qu'ils ont une dimension culturelle qui est tout à fait importante. Je reviens un petit peu sur ma question de départ, celle qui consistait à savoir finalement quelle était l'offre disponible. Vous avez évoqué des produits tropicaux, d'autres les œufs, me semble-t-il. Mais finalement, pour se nourrir, pour avoir les 3 plats complets chaque jour, est-ce que tous les produits sont à disposition? Il y a beaucoup d'importations. Ah oui, 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 tout à fait. Et très franchement, à partir du moment où les gens ont dans leurs habitudes alimentaires des produits qui sont des produits tempérés, il n'y a aucune perspective d'une production locale, hein. De la même manière, sur des territoires dans lesquels la densité de population est très élevée, l'urbanisation rapide des terres agricoles, il y a aussi des pays tropicaux, je pense par exemple au riz à Mayotte, dans lequel la perspective de production est nulle, même si on est en zone tropicale. Donc là, très clairement, il n'est pas possible d'avoir une autosuffisance totale de ces territoires d'un point de vue alimentaire. Alors, j'avais une question sur... j'imagine que, de façon antérieure, l'alimentation traditionnelle pouvait pourvoir aux besoins des personnes en situation d'insularité. Qu'est-ce qui s'est passé finalement pour l'importation de ces produits, vous dites tempérés, les changements de mœurs alimentaires? Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a transformé, qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'autosuffisance Alors, si vous voulez, ça dépend de la profondeur historique qu'on veut prendre. Si on regarde il y a longtemps, les cultures d'exportation, les cultures de plantation, ont été un élément de perte d'autonomie alimentaire, dans la mesure où l'équilibre économique fait qu'on préfère exporter des produits qu'on considère à plus haute valeur ajoutée, la banane, la canne à sucre, le rhum, par exemple, et importer de l'alimentation. Donc ça, dans la perspective historique, c'est très net. C'est un phénomène qui a été, et ça on le note dans l'étude sur le chapitre rédigé par mon collègue Benoît Daviron, on note que la départementalisation a accentué cette évolution. Elle est liée à la convergence des modes de vie et d'alimentation entre les départements d'outre-mer et la métropole, et donc l'importation de plus de produits tempérés. Après, il y a la croissance démographique, hein.
si on peut donner quelques repères, en métropole, en disponible, nous avons à peu près 40 arts, 0,4 hectares de terres cultivables pour alimenter un habitant. Actuellement, selon les DOM, on est entre 7 arts, donc 0,7 hectares et 15 arts. Et avec les perspectives démographiques, on a une légère amélioration dans les Antilles, dans la mesure où les prévisions démographiques font que on est sur un plateau et sans augmentation notable de la population, voire une légère diminution. Par contre, on rentre dans des situations, à Mayotte notamment, où on aura moins de 5 arts par habitant en 2050, ce qui est tout à fait insuffisant pour nourrir une population. Donc, si je reprends, les 3 éléments, c'est le modèle économique et les cultures d'exportation, c'est la densité démographique, et c'est l'urbanisation qui se fait essentiellement sur les terres agricoles. Vous avez évoqué brièvement la période du Covid, la période du confinement, du début il y a désormais 3 ans. Qu'est-ce qu'elle a permis d'accélérer outre-mer pour cette partie souveraineté alimentaire ? Alors, très clairement, à un moment, le Covid, avec la désorganisation des chaînes de commerce maritime, a donné des surfroides pour les importations d'aliments venant d'Europe, de métropole, mais aussi d'Europe plus largement. Et donc, du coup, a précipité ce questionnement sur l'autosuffisance alimentaire. Notre étude a 3 origines. La première, c'est ça. La deuxième, c'est le discours du président Macron en 2019 à La Réunion, ébauchant ce défi de l'autosuffisance alimentaire à l'horizon 2030. Mais c'est aussi le plan 5.0, dont zéro pollution du MOM. Voilà. Donc, très clairement, la période Covid a permis de pointer la dépendance et les risques de la dépendance et a débouché sur une réflexion dans chacun des territoires que je trouve extrêmement positive sur à la fois la question de souveraineté, mais aussi la question de résilience de ces territoires dans leur système alimentaire. Mais une fois qu'on développe, qu'on développe de nouveaux produits, de nouvelles pratiques, se pose quand même la question économique. Tout ça doit être rentable pour ceux qui lancent ces projets-là, mais pour le consommateur, je ne sais pas si vous avez étudié la question ou si vous avez du moins des éléments pour avancer sur cette réflexion-là. Baisser les prix, parce que c'est un sujet aussi outre-mer, c'est du fait de l'importation quand même massive de beaucoup de produits. On entend, et souvent ça donne même l'objet à des mouvements sociaux. Voilà. Dans quelle mesure l'autosuffisance permettrait aussi d'améliorer les conditions ? Vous pointez un des problèmes fondamentaux de la situation du système alimentaire aujourd'hui. Globalement, on peut dire que on a la part de la population la plus fragile d'un point de vue socio-économique qui, parce qu'elle a un faible pouvoir d'achat, s'alimente avec des produits ultra transformés, peu chers, et du coup a un impact fort sur la santé. Et ça, l'étude de l'IRV montre très clairement que les critères de santé sur le diabète, l'obésité, la tension artérielle, les accidents vasculaires cérébraux sont beaucoup plus forts sur la part de la population la plus fragile. Donc de toute façon, on a ce problème-là à résoudre. La question est que si on veut rémunérer décemment les producteurs et en même temps donner une alimentation accessible à l'ensemble de la population, on n'arrivera pas à croiser l'équation sans un certain nombre de mesures qui peuvent être des mesures de protection comme l'octroi de mer, mais qui peuvent être aussi des mesures ciblées sur les catégories sociales les moins favorisées.
Je pense par exemple aux cantines publiques et à la politique du repas à 1 euro qui permet d'aider et de s'approvisionner sur la production locale. Je pense aussi à une initiative qui tarde à se mettre en place, mais qui pourrait être très intéressante, qui sont les chèques alimentaires, qu'on peut conditionner à de la production locale. Et donc, on est dans une économie circulaire dans laquelle on augmente la production locale et en même temps, on a une politique sociale et qui permet à ce moment-là d'équilibrer l'offre et la demande de manière décente des deux côtés. Mais le défi n'est pas simple. Si vous me permettez, j'ajoute un troisième point sur lequel on a un défi fort, c'est le développement des industries agroalimentaires. Alors très clairement, le caractère étroit du marché fait que les économies d'échelle y sont difficiles, voire impossibles. Et donc, du coup, il y a probablement nécessité de penser des unités qui ne soient pas de trop grosse taille avec des investissements trop importants. Mais surtout, il y a une nécessité de penser l'approvisionnement, sa régularité, la multifonctionnalité de ces industries agroalimentaires pour pouvoir travailler toute l'année, qui sont les seules conditions pour pouvoir concurrencer des importations de matières premières à bas prix. J'ai en tête le cas de l'ananas et des importations qui viennent du Costa Rica à des tarifs inférieurs à ce qu'on trouve sur le territoire. Donc effectivement, il faut, par une alliance entre acteurs économiques, acteurs politiques, hein, que ce soit l'État ou les collectivités territoriales, trouver les différents instruments qui permettent cette compétitivité et cette rémunération décente des gens qui produisent l'alimentation. Alors, ce qui sous-tend de ce que vous venez de dire, c'est qu'il faudra avoir une vision plus globale et plus prospective pour donner des clés, pour aider les élus à se projeter, à avancer, à inventer des nouvelles solutions. Vous avez listé là, mais comment on fait pour ça? C'est une politique volontariste Alors, le premier point qui est important, hein, c'est que si les DROM partagent un certain nombre de caractéristiques communes, ils ont quand même des spécificités fortes. Et donc, il n'y a pas une manière de penser qu'il faudrait appliquer à tous les territoires de la même manière. Il y a une nécessité de penser cette souveraineté alimentaire à l'échelle de chacun des territoires. Le deuxième élément, c'est que vous avez vu dans ce que je viens brièvement de rappeler, on touche aux questions de politique de santé, de production agricole, d'alimentation. Il y a donc nécessité de coordination intersectorielle hein, en termes pour ce qui est de l'administration, mais surtout il y a nécessité de coordination entre les acteurs des collectivités territoriales, des administrations et les acteurs de la production agricole agroalimentaire et des associations. Et je pense que effectivement mettre en place des stratégies nourries d'exercices de prospective territoriale sur cette question du système alimentaire est un bon moyen d'explorer un certain nombre de solutions qui ne seront pas les mêmes selon les territoires et qui permettent de faire converger les stratégies sur des mesures qui auront été définies par les acteurs présents et qui auront obtenu, qui seront l'objet d'un compromis ou d'un consensus selon, qui permettront d'avancer et d'opérationnaliser par la suite. Et vous êtes raisonnablement optimiste parce que si vous décrivez ça en disant que ça peut s'appliquer aussi à l'échelle de l'Hexagone, c'est pas forcément ce qui se passe, cette coordination idéale que vous appelez de vos voeux. Quelque part, je pense que de par leur taille, c'est plus facile dans les DOM qu'en métropole, hein, parce que vous avez plus d'homogénéité des conditions de production, de mise en marché, etc., que sur la métropole. Donc je pense que c'est un exercice faisable, d'une part, et d'autre part, nous avons un certain nombre d'avancées en termes de modélisation prospective. Hein,
je pense au modèle AFTER, je pense au modèle TED sur l'emploi dans la transition écologique, qui nous permettraient d'appuyer ces collectifs de prospective territoriale avec des données factuelles assez précises. Et nous avons aussi la chance de pouvoir compter en France sur un système statistique de bonne qualité. Finalement, si on essaie de résumer cette quadrature du cercle, comment est-ce qu'on fait pour pousser les consommateurs des DROM à acheter plus de produits locaux frais, sans augmenter le coût de leur alimentation, tout en promouvant une alimentation équilibrée et non contaminée? Vous avez 3 heures. Bonne chance. Non, résumer comme ça, je pense que c'est pas possible. Ça veut dire que très clairement, vu la fragilité d'un certain nombre de ménages et de familles dans les DOM, sans transferts sociaux qui existent déjà, hein, mais par contre qui pourraient être améliorés sur la dimension alimentaire. J'ai parlé des chèques alimentaires, j'ai parlé de la restauration collective publique. Là, on a des marges de progrès extrêmement importantes. Par contre, il ne faut pas croire qu'on puisse manger des produits sains au même prix que de produits ultra transformés qui sont importés depuis des pays qui ont des conditions de production beaucoup moins onéreuses que celles que nous avons là. Donc, pour certains citoyens des DOM, l'alimentation aura un prix, enfin, dans cette perspective-là, aura un prix plus élevé que celle d'aujourd'hui. Mais je pense que l'enjeu, c'est justement d'être capable, par des leviers différents, de porter une attention particulière à ceux qui sont les plus fragiles. Alors on va en profiter pour passer aux questions, aux questions du public. La première, que reste-t-il comme souveraineté alimentaire à 2 territoires empoisonnés? Là, c'était un petit peu un angle mort, hein, on l'a volontairement pas évoqué, mais on va l'évoquer maintenant. Donc, j'imagine que ce dont il est question, c'est les sols pollués par la chlordécone. Donc, le premier point, c'est qu'il y a eu beaucoup de travaux qui permettent d'identifier les zones qui sont contaminées, et ça, c'est connu. Le deuxième élément, c'est que on connaît les produits qui accumulent la chlordécone ou ses dérivés, et donc il y a possibilité de travailler là-dessus, d'identifier ce qui est comestible ou pas, et d'avoir un zonage qui permet de choisir les cultures de manière à éviter tout risque de santé pour la population. Et je rappelle là-dessus qu'il y a quand même un plan chlordécone hein, qui travaille là, qui investit beaucoup sur cette question-là, et c'est absolument nécessaire. Les Antilles ont un savoir-faire exceptionnel dans la production bananière, qui est même exporté en RCI. République de Côte d'Ivoire. Absolument, c'est pour voir si vous suiviez. Avec la Réunion, c'est le cas pour la filière canne, sucre, rhum. Qu'en pensez-vous? Alors, il n'y a aucun doute qu'il y a du savoir-faire. Il faut aussi voir que ce sont des productions qui, pour être compétitives à l'international, sont très soutenues. Hein. Je n'ai pas tous les chiffres en tête, mais il me semble que sur la canne à sucre, on est à une aide à l'hectare qui est au-dessus des 600 € par hectare. C'est clair que nos compétiteurs de Côte d'Ivoire ne sont pas à ce niveau-là. Donc, après, c'est des politiques européennes. Hein, Oui, tout à fait. Mais quand on dit qu'on exporte en Côte d'Ivoire, on exporte parce qu'on a des productions qui sont très soutenues. Et donc, l'enjeu, il est, sans perdre ses savoir-faire, de faire des choix qui sont des choix politiques et qui, de mon point de vue, reviennent à chaque territoire. Hein. C'est pas ni des experts, ni des maîtres. Mais vous sous-entendez quoi? Que c'est pas tenable de subventionner sur le long terme? Subventionner sur le long terme, si, mais la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on subventionne
Et qu'est-ce qui alimente au plus l'économie circulaire de l'île, hein? Je crois qu'il y a on a des problèmes d'emploi, hein, et de chômage élevé dans ces territoires. Et donc, les questions qu'il faut se poser, et tout est sur la table, hein, je pense qu'il n'y a pas de débat tranché ni dans un sens ni dans l'autre, sur le modèle alimentaire que chaque territoire pourrait imaginer. La question de la densité en emploi est importante, et cette densité en emploi, elle dépend de ce qu'on produit, mais aussi de comment on produit, comment on transforme. Et je pense que ça, chaque territoire devra se saisir cette question, et il n'y a pas de réponse générale là-dessus, en sachant que effectivement, ce sont les filières bananes et cannes sont des filières très structurées et qui ont un précieux savoir-faire. Dernière question rapidement, dans ce cadre de l'autosuffisance alimentaire, quels sont les enjeux relatifs à la pêche, notamment aux Antilles ? Donc là, je vous avoue que je ne suis pas très à l'aise parce qu'on n'a pas beaucoup travaillé sur ce sujet dans notre étude. Donc franchement, je préfère botter en touche plutôt que de répondre des bêtises. C'est tout à votre honneur. Merci à vous. On vous remercie d'avoir été avec nous ce matin. On vous applaudit. Merci.